La question de savoir si ça vaut vraiment le coup d'utiliser ces méthodes-là. Par contre, quand le temps de réverbération est là beaucoup plus long, on améliore les choses, donc c'est en termes de SDR, mais en fait en termes de SIR, on a le même type de comportement. On améliore significativement les choses, mais alors là c'est plus à 1 dB. Dans le meilleur des cas, ici j'ai une amélioration de... donc l'état de l'art c'est L1, j'ai quasiment 3 dB, là je fais ça, voilà, j'ai 4 dB de gain, en moyenne sur tous mes signaux. Là 4 dB, on entend vraiment la différence en pratique, sachant que c'est en termes de SDR et de SIR, c'est-à-dire on a une meilleure reconstruction, mais généralement quand on a une meilleure reconstruction en termes de SDR, souvent on a plus d'artefacts dus aux autres sources, mais là en plus on améliore le fait qu'on a moins d'artefacts dus aux autres sources, donc on a amélioré sur les deux tableaux, on était content. Il y avait une question? Oui, c'est juste pour les résultats sur le lasso, on a l'impression que les résultats s'améliorent. Ouais. On a de plus en plus de réserve, alors c'est statistiquement significatif. Alors, en fait, au début, le lasso Elitis, on voit qu'il fait à peu près toujours mieux que le lasso, un petit peu en tout cas. Donc, j'avais bon espoir vraiment dans mon lasso élitiste. Je devais trouver une application. Là, on voit que c'est plus statistiquement significatif. Ici, le lasso fait mieux que le lasso élitiste de manière statistiquement significative, même si en pratique, c'est pas énorme. Ici, le lasso fait mieux que le e-lasso. Je peux pas dire pourquoi. Ouais. C'était pas ça ma question, c'est juste dans le cas uniquement lasso, quand on augmente la réverbération, les résultats s'améliorent. Oui, alors en fait, là, c'est pour ça que en fait, ces deux résultats sont intéressants, parce que là, c'est la même fonctionnelle que précédemment, avec le même terme de pénalité, sauf que la tâche aux données, c'est plus la convolution, c'est l'approximation dans le domaine de Gabor. Donc c'est pour montrer que en fait, ce qui nous fait vraiment gagner, c'est pas du tout la pénalité, mais c'est le fait qu'on prend en compte la convolution et plus l'approximation. Et c'est ça qui permet le gain, qui permet ici un gain vraiment significatif entre les deux méthodes. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas. Non. C'est juste sur la colonne. Alors laquelle? Celle-là? De 7.0 à 7.6. Ouais. Et pour moi, ça devrait décrocher. Bonne remarque. La question justement c'était... Ouais, non, bonne remarque. Ouais. Différent, et on retrouve aussi le 4.4 et 5.9. Alors le 4.4 et le 5.9, ça je peux l'expliquer parce que c'est pas la même disposition. En fait, ce qui influe vachement, c'est la disposition des micros. Là, c'est plus le temps de réverbération. Ici, c'est la même disposition de micro. Oui, bonne remarque, effectivement. À mon avis, non, c'est comme ça. Quoi. Je pense que si on prend plus de mélange, a priori, on devrait mieux, 50 millisecondes, on devrait mieux séparer les choses. Enfin, moi je m'attendrais à ça, quand même. Mais après, c'est pas dit, parce que, étant donné qu'on prend en compte le fait qu'il y a des sources qui viennent s'ajouter avec 250 millisecondes, peut-être que la convolution arrive à prendre cette information-là pour améliorer les choses. Je sais pas. Il faudrait faire plus d'expérience, en fait, pour répondre mieux à ta question. Là, je dirais que c'est juste un hasard dû à la base de données qu'on a utilisée. Pour montrer qu'on améliore les choses en SDR et en SIR, je l'ai mis en dessous. Il y a une troisième mesure qui est le SAR, j'en parle moins parce qu'elle est beaucoup moins significative. Et donc, oui, c'est ça, c'est si ça marche. Voilà, donc j'améliore pour le rapport signal à distorsion qui est le rapport signal à bruit, et j'améliore pour le signal à interférence ici. Donc on gagne vraiment sur les deux tableaux, et c'est ça qui fait qu'on améliore significativement sur les deux tableaux, et c'est ça qui fait qu'on était vraiment content de cette méthode, qui est complètement naturelle. Hein, voilà, la question de Joshua, c'était pourquoi est-ce que vous avez cette approximation alors qu'on pouvait prendre le vrai modèle? Effectivement, prendre le vrai modèle, enfin le vrai modèle. Le modèle a priori le plus réaliste, oui, il fait qu'on améliore franchement les choses. On peut voir l'évolution, donc en fonction du nombre de sources, forcément les performances décroissent, un peu partout pareil, ça c'est assez logique. En fonction du paramètre lambda,
Donc, plus le lambda est, comment dire, pour le lasso, l'Elitis lasso wideband, c'est pour les petits lambda que ça marche mieux, parce qu'on n'a pas ajouté de bruit sur nos mélanges, c'est des mélanges synthétiques, et donc on a la reconstruction exacte, donc on s'attend à ce que ça améliore les choses pour les plus petits lambda. C'est bien ce qu'on a. Comme on fait une erreur pour les autres, on s'attend à ce que ce ne soit pas le plus petit lambda qui fasse mieux, effectivement, on a une petite bosse, mais alors on ne gagne franchement pas grand-chose, donc autant faire la reconstruction exacte. Et le L1 et le duet, eux, n'ont pas d'hyperparamètres, donc c'est toujours la même chose. Enfin, en fonction de la longueur des filtres, l'évolution du SDR. Alors, c'est marrant parce que je ne retrouve pas l'inversion de tout à l'heure. Donc, ça se trouve, en fait, c'est dans mon tableau où j'ai inversé les deux chiffres. Hein. C'est peut-être ça la meilleure explication. Parce que là, dans mon graphique, j'ai bien la croissance, ou plutôt la décroissance. Bon. Et enfin, on a regardé si c'était sensible au bruit qu'on avait sur les filtres. On a bruité les filtres, on a regardé la robustesse de notre signal. Donc, plus les filtres sont bruités, plus les performances sont significativement meilleures par rapport à l'état de l'air. Donc, j'arrive à la conclusion. Donc, problème de source, de séparation de source sous-déterminé, réverbérant. On voit comment la parcimonie donc, nous aide à régler ce problème. Et surtout, on voit que prendre en compte le modèle le plus réaliste permet vraiment d'améliorer significativement les choses. Le modèle mathématique est facile à écrire, les algorithmes sont faciles à implémenter. Le problème, c'est qu'ils sont lourds parce que là, il y a quand même pas mal de données. Il faut avoir des sources quand même assez longues pour pouvoir les écouter ensuite et ça veut dire quelque chose. La matrice de mélange est connue. Donc, prochaine étape, c'est d'estimer cette matrice de mélange-là, on va dire en même temps que d'estimer les sources. Mais en fait, en essayant de l'estimer à partir de sources connues avec ce même type de modèle de mélange, les premiers résultats sont encourageants et donnent des choses pas mal. Et donc voilà, donc cette approche variationnelle qui est assez flexible au final. Là, étant donné qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de problème d'hyperparamètres, mais il y a le problème de la lourdeur des calculs implémentés. Je vous ai dit que Fista c'était rapide, alors c'est rapide en théorie par rapport à ISTA. Quand on a beaucoup de données, ça prend quand même pas mal de temps. Quoi. Il y a une complexité c'est toujours la même que précédent, mais là, ce qui est lourd, c'est on a des convolutions, donc c'est quand même plus lourd à calculer qu'une simple multiplication matrice vecteur, même si on peut passer, si on a des façons rapides de le faire. Hein, a priori, c'est moins lourd à calculer. Non, là, c'est quand même plus lourd à calculer parce que quand on a des filtres assez longs, on a la multiplication. Je veux dire, par rapport à regarder chaque instant dans le temps séparément. Ah, oui. Oui, mais quand... Le problème, c'est que l'algorithme dépend aussi de la... Comment dire? Plus le paramètre lambda est élevé, plus l'algorithme va être rapide à converger parce que nos sources sont plus parcimonieuses. Quand on veut une reconstruction exacte, le lambda, en gros, doit tendre vers 0. Je suis pas tout à fait d'accord. Voilà. Et plus le lambda est petit, plus l'algorithme est lourd à converger. Donc on fait ce qu'on appelle du redémarrage à chaud, c'est-à-dire on consacre un gros lambda, on minimise, on diminue le lambda, on réinitialise avec l'itération précédente, parce qu'en fait la vitesse de l'algorithme dépend aussi de l'initialisation, et ainsi de suite. Donc au final, c'est quand même... faut avoir des grosses machines et du temps devant soi. Mais bon, c'est... Là où j'étais déçu, c'est que l'Elitis lasso qui, on se disait, vu le modèle, allait super bien marcher, finalement, marche pas mieux que le lasso. Je pourrais essayer de le repêcher en rajoutant du bruit, en faisant du débruitage. Mais on a vu qu'en rajoutant du bruit sur les fils, déjà, on n'arrivait pas à le repêcher. Donc, est-ce que ça vaut le coup de lancer des calculs juste pour vendre mon lasso Elitis? J'en suis pas sûr. Voilà, bon, c'est pas grave, mais j'essaye de... Je présente cette approche-là parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de temps pour ce travail-là. On aurait peut-être dû en faire plus parce que les résultats obtenus en pratique sont vraiment... on les trouve vraiment bons. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est
essayer de coller au mieux le modèle. Donc c'est pas étonnant au final qu'on arrive à améliorer les choses. Voilà, oui. Et si est-ce que tu as poussé l'étude sur la distance entre les microphones? Non, non, non. On a une expérience qui met une certaine distance qui permet d'observer les sources de manière la plus indépendante possible. Oui. Est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est trop court? Si tu es juste sur cette bonne longueur, tu pourras améliorer. Non, non, on n'a pas poussé plus l'étude que ça, quoi. Là, c'est en fait, les filtres sont générés de manière synthétique avec un logiciel. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Là, c'était Maya qui faisait tout ça. Et donc, c'est des filtres synthétiques générés. On peut jouer sur cette distance et sur ton réverbération. Oui. Est-ce que tu t'es intéressé en rajoutant également une contre-physique, en élastique net? Non. On pourrait. Effectivement, on n'a pas cherché à regarder plus les priors. On pourrait regarder avec ces histoires de priors, avec les voisinages, où on se dit, on a d'autres choses. On n'a pas pris d'union de dictionnaire non plus. On se dit que ça devrait améliorer un peu les choses aussi, sur les signes musicaux. Non, non, il y a pas mal de choses à faire encore. Mais ce qui permet de gagner, c'est vraiment de ne pas faire cette approximation pour la convolution. C'est quand même ça le... Vous avez essayé avec des locuteurs? En fait, là ce sont des signaux de parole qu'on a séparés. C'est pas des signaux de musique. En fait, les signaux de musique, ça va mal marcher si on a de la batterie, parce qu'on utilise un Gabor fixe. Et il faudrait utiliser un Gabor, enfin une union de Gabor, en fait, pour essayer de séparer les choses. C'est du travail que je devrais faire normalement, pour pousser à bout le modèle. Voilà. Voilà. Moi j'ai fini avec mes slides. Si vous avez une petite question. Oui. Ce qui nous intéressait, parce que surtout M. Ravik, ça serait plutôt des aspects de d'ASR, donc connaissance de locuteur. Donc il a pas mal travaillé, commencé à travailler sur les approches sparse pour essayer de changer un peu de la chaîne MFCC, GNM et T.P. Et donc en proposant des approches parcimonieuses, je ne dévoile pas plus, mais est-ce que tu penses qu'en introduisant des contraintes supplémentaires du style GLASO, enfin, où tu es fenêtré, ouais. Finalement, au niveau discrimination après dans un tâche de classification de locuteurs ou de phonèmes, ça ne donnerait pas des résultats intéressants? Je vais avoir du mal à répondre parce que je connais assez mal en fait donc ce problème de reconnaissance de locuteur. Enfin là il parle aussi de classification phonétique, mais on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que TRAP, qui est une paramétrisation qui prend un implant temporel important, on pourrait peut-être retrouver des propriétés de TRAP à travers du regroupement temporel assez large. Disons que c'est sur tes travaux. Je pense un peu à regarder dans ces aspects-là. Enfin, oui, je veux dire, y a pas... le problème du groupe lasso, c'est qu'il faut connaître les groupes, et donc la grande question, c'est comment apprendre les groupes. Mais avec les histoires de voisinage, finalement, on s'approche un peu de ça. Oui, c'est... Enfin, oui, c'est savoir, quoi. Après, je sais pas comment ça peut améliorer les choses, et comment ça peut être intégré, mais c'est des choses à regarder, quoi. Je ne peux pas répondre plus précisément que ça, je suis désolé. Parce que je connais mal le modèle de discrimination de locuteur, etc. Donc je ne peux pas dire comment on peut coller le groupe lasso ou autre chose à ce problème-là. Mais à partir du moment où on arrive à le formuler mathématiquement de manière assez précise et qu'on a une idée de comment se passent les choses, on va dire physiquement derrière, on peut voir quel modèle coller. Pour utiliser, on va dire, un modèle variationnel un peu général, qui sont assez flexibles au final. Pas tout de suite. Non, en fait, je ne sais pas si c'est de parole, mais si j'ai bien compris, en fait, c'est une espèce de paramétrisation, une alternative, parce que M. Hatton nous présentait tout à l'heure. Non, je ne dirais pas une alternative, parce que donc, tout à l'heure, c'était donc très applicatif. On avait une application bien précise.
et qu'on cherchait à résoudre avec différents modèles. Donc là, j'ai présenté... C'était la partie paramétrisation. D'accord, oui, bah, ça rejoindrait plus cette partie-là, effectivement. D'accord, donc je sais pas, ça veut dire que la partie paramétrisation, il y a beaucoup de choses à faire, plus que la partie classification où on va avoir recours à des approches d'apprentissage. Oui, voilà, parce que en fait, ça pourrait aider si on avait vraiment un signal extrêmement... Enfin, on pourrait voir ça oui, comme un pré-traitement, si on avait quelque chose d'extrêmement bruité, qu'on voudrait rechercher, etc. Et ensuite relancer les modèles dessus. Peut-être que ça pourrait les aider, mais est-ce que ça va vraiment les aider? C'est à voir. Mais oui, ça rentre plus dans la partie paramétrisation de tout à l'heure. C'est pas dit qu'il faut forcément passer par là pour améliorer les modèles de la HMM, etc. C'est à quelqu'un comme moi, par exemple, qui veut s'attaquer à un problème de reconnaissance de parole. Est-ce que le gros boulot à faire, c'est au niveau de la paramétrisation, ou on peut faire confiance à des paramètres comme MFCC, les dérivés, rajouter des sorties de raisonnement, et plutôt se pencher sur l'apprentissage de modèles de ces paramètres-là, ou plutôt revenir à la couche, je dirais, un peu plus basse au niveau paramétrisation? A priori, moi je dirais que c'est les deux, de toute façon c'est comme toujours. C'est soit tu cherches un modèle qui semble physique, qui semble bien adapté, tu vas essayer de chercher ce modèle-là, et au final, tous les modèles de MFCC ont été introduits pour essayer de discriminer, de faire apparaître des choses qu'on voyait et pouvoir travailler dessus après, on va dire, de manière numérique. Enfin, moi je vois ça comme ça. La difficulté, c'est d'écrire un modèle mathématique qui modélise assez bien la réalité, quoi. Moi, c'est là la difficulté des problèmes en général. J'ai encore une question. Donc, tu travailles sur des diccos fixes, en fait, oui. Paramétriques. Justement, en introduisant des contraintes fortes au niveau des coefficients de Starscope, est-ce que finalement, il n'y aurait pas encore un intérêt supplémentaire à les apprendre sur les données? Dictionnaire. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu optimises simultanément le dictionnaire et coefficient, oui. Et ton dictionnaire, mais en intégrant tes contraintes de prolonger la sauce. Ah oui, c'est possible. Une influence par rapport, ça va s'écarter encore plus peut-être de tes phrases de Gabor. Ah peut-être, oui, ce sera à voir. Enfin, en gros, l'état de l'art pour apprendre le dictionnaire, la façon la plus simple, on va dire. Tu as une base de données de signaux, tu vas initialiser ton dictionnaire aléatoire ou Gabor ou ce que tu veux, tu vas décomposer tes signaux là-dessus, et ensuite à partir de cette représentation-là, tu vas chercher le dictionnaire le plus adapté, quoi. Et tu vas itérer. Donc si tu changes ta contrainte sur les signaux, oui, ça va changer l'estimation de tes dictionnaires. Non seulement ça va changer, mais il y a des chances qu'on réussisse mieux à aller chercher cette contrainte. Oui, bah oui. Si on va trouver un dictionnaire qui répond mieux aux plus adapté à la contrainte. Parce que là, tu introduis une sorte de hiérarchie. Et donc, je pense que ça va. Ah oui, non, ça va. Oui. Ça peut rebondir un peu avec l'approche de choix. Je pense que fait tout simultanément, en fait, à la fois sur les éléments médicaux et sur ses poids. Et donc, c'est pour faire le lien, est-ce qu'il est finalement, on va dire, un GLASO plus un apprentissage de dico en ligne, c'est pas une espèce de CDBN vraiment approché ou avec un cognitif pour ces applications de séparation de sources. Ce qui fait Yann Lequin, c'est ce qui est le plus proche du sparse coding et des DBN à la fois. Il y aura une slide là-dessus. D'accord. J'aurais juste une dernière question par rapport au problème de séparation de sources. Oui. C'était une illustration, parce que j'ai vu l'exemple simple, le modèle il n'inclut pas le bruit et le bruit, c'était juste pour illustrer, on arrive à le faire facilement avec le bruit. Notre X il est mélangé. Si on rajoute du bruit sur la séparation, c'est ça la question? Donc si notre modèle serait X égale à S plus un epsilon. Oui, ça peut se généraliser avec le bruit.
C'est juste qu'il faudra sélectionner le paramètre pour faire du débruitage en même temps. Ce sera plus le paramètre lambda qui va tendre vers 0. Le meilleur lambda sera un autre qu'il faudra estimer. Donc ça va compliquer quand même les choses. Tu peux considérer ça comme une source aussi? Le bruit Ouais, mais alors comment est-ce que tu... Parce que là, on connaît la matrice de mélange. Donc il faudrait réussir à dire comment est-ce que le bruit est bien mélangé. Et juste l'ajouter comme une source, oui, avec une, oui, ou ajouter de manière directe. C'est une source avec, un 1, quoi. Avec le dictionnaire d'identité. Ouais. C'est-à-dire ça revient au même. Et alors le problème, c'est que le bruit, lui, ne sera pas parcimonieux. Donc il ne va pas répondre à mes hypothèses, et donc je risque d'avoir du mal à l'estimer de cette manière. On peut toujours essayer, mais vu qu'il ne sera pas parcimonieux, ça risque de planter à ce niveau-là. Encore moi. Tu as montré une application qui séparait les tonales avec le transitoire, oui. Donc tu utilisais deux disques différents, enfin deux bases. Ouais. Le fait que tu utilises deux bases, ça améliore considérablement par rapport à... Parce que c'est forcément l'application que tu cherchais, mais si on pense à séparer par exemple des locuteurs par rapport à un bruit de fond, on peut utiliser un seul dico à deux dicos. Justement, c'est ce que je disais. Donc, pour la séparation de sources, il faudrait que je creuse un peu plus, savoir si ça améliore les choses, dans quel cas, etc. Si on prend l'application extrêmement simple du débruitage gaussien, et qu'on a un signal type Amavatu, ouais, ça va vraiment améliorer les choses. De prendre deux dictionnaires. Alors, ça va améliorer les choses. En termes de SNR, ce ne sera pas forcément flagrant, mais la reconstruction sera en général plus plaisante. Voilà. Je crois qu'il est temps de se reposer un tout petit peu parce qu'on mange au plus tard à 20h15. Donc après, ils servent plus. Je crois qu'on est à l'intérieur.